Une petite lumière rouge. Super. Désolé pour le retard dans le départ. Alors aujourd'hui, le dernier cours, on va voir les GAN, Generative Adversarial Network. C'est quelque chose qui a vraiment explosé dans les 2 dernières années. La journée où les GAN sont sortis, il y a quasiment une croissance exponentielle du nombre d'articles qui sont publiés par rapport aux GAN. J'ai déjà vu des graphiques, je pense que c'était rendu quasiment comme une centaine, sinon 200 articles par mois qui sont publiés sur les GAN maintenant. Aussi, j'ai ramassé une citation en ligne. Apparemment, Yann LeCun aurait dit que les GAN sont, dans les 10 dernières années, une des contributions les plus importantes du machine learning. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, un gros sujet de recherche. Gardez en tête, par contre, les GAN produisent des résultats qui sont visuellement spectaculaires, ou aussi c'est peut-être au niveau de l'audio aussi, si vous prenez des GAN pour générer de l'audio. Par contre, on a encore des difficultés. Ils sont très bons à générer des images quelconques ou du son quelconque. Okay? Puis là, il y a une emphase sur le mot « quelconque ». On a de la misère à les contrôler, à dire je veux que tu génères absolument une chambre à coucher avec 5 fenêtres, 3 lumières, un lit rouge avec un plafond, et ainsi de suite. C'est difficile de leur faire ça. Par contre, de leur dire génère-moi une scène d'une chambre à coucher, pas de problème, ils vont vous en générer. Okay? Donc, il y a cet aspect-là. Il y a beaucoup de gens qui font de la recherche, je pense que ça s'appelle les conditional GAN, ou de dire on va conditionner les distributions pour les forcer à générer des types d'objets, les guider. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment, sans parler d'hallucination, c'est vraiment des processus créatifs. Puis, comme les artistes, c'est hors de contrôle, c'est un peu ça. Les GAN vont générer des images. Ils vont être très, très belles, vous allez voir à la fin. Mais c'est ça, un petit peu de difficulté à contrôler exactement le contenu. On avait vu, lorsqu'on avait abordé les autoencodeurs, on avait vu les Variational Autoencoder. Dans le fond, ça fait partie de la classe ce qu'on appelle des réseaux génératifs. Et essentiellement, ce que vous avez, c'est que vous avez une valeur aléatoire, un vecteur Z, qui est en général de dimension beaucoup plus faible que l'image que vous voulez générer, si vous générez des images. Et vous allez avoir un réseau, OK, qui va essayer, dans le fond, de mapper de cette variable-là, souvent on va dire une variable cachée, qui va mapper cette variable-là vers quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, l'espace des images. Donc, on passe de l'espace d'un vecteur caché à un espace des images. Et le fait d'avoir des réseaux génératifs comme ça, dans le fond, c'est qu'au lieu d'apprendre directement c'est quoi la distribution des images dans l'espace des X, quelque part, comme on avait vu pour les autoencodeurs, on apprenait la distribution, dans le fond, sur un manifold. Puis, si dans le fond, on a un réseau, comme c'est un réseau de neurones profonds, donc c'est une fonction assez complexe. Puis, dans le fond, ce que la fonction va faire, c'est apprendre à mapper une variable aléatoire vers, dans le fond, une image. Puis une image qui a l'air réaliste, dans ce cas-ci. OK. Donc, les GAN, ils vont avoir une partie qui va contenir un réseau génératif pour justement générer ces images-là. Et les GAN, dans le fond, essentiellement, c'est de voir la méthodologie d'entraînement qu'on va utiliser pour atteindre, dans le fond, des qualités d'image intéressantes. Et à quelque part, c'est un peu inspiré de la théorie des jeux. Si vous avez beaucoup de temps dans vos études, lisez un peu sur la théorie des jeux, c'est vraiment intéressant. Mais bref, donc l'idée, c'est que vous allez avoir deux agents dans ce jeu-là. Il va y avoir un réseau génératif qui, dans le fond, pensait à une personne qui essaie de faire de la fausse monnaie. Okay? Donc, vous avez ici un 100 $ de Monopoly. Et vous avez un réseau discriminatif, où, on va le voir plus tard, parfois les gens appellent ça le critique, qui, lui, son travail, dans le fond, ça va être de déterminer est-ce que l'image que vous m'avez produite, ou est-ce que l'évidence que vous me donnez, est-ce que c'est de la vraie monnaie ou de la fausse monnaie? Disons que vous feriez un faussaire. Et dans le fond, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire compétitionner les deux ensemble, un peu comme dans un jeu d'échecs. Et ce qui va se produire, c'est qu'à mesure que le système s'entraîne, le discriminant devient de mieux en mieux discriminant entre la fausse monnaie et la vraie monnaie. Mais comme dans la société, la même chose arrive, qu'est-ce qui se passe? Les faussaires deviennent de mieux en mieux à faire de la fausse monnaie. Donc, il va y avoir une alternance de jeu. Et ce qui va arriver, c'est que les deux vont devenir très, très bons. Éventuellement, selon la théorie des jeux, le faussaire va gagner avec probabilité 1, si votre entraînement se fait bien. Donc, vous allez être capable d'avoir un système qui est capable de produire des images indistinguables de la réalité. Ça, c'est en théorie. En pratique, c'est sûr qu'il va y avoir des limitations avec les réseaux et tout ça. Mais il y a un fondement théorique qui dit qu'éventuellement, le faussaire va gagner la partie. Donc, la structure d'un GAN, vous avez donc un réseau génératif que j'ai parlé tout à l'heure, qui part avec un vecteur de nombre aléatoire. Et donc, on va piger un nombre, on le passe dans un réseau génératif, et on va générer, par exemple, une mini-batch d'images fausses. OK?
Et vous allez avoir un réseau discriminatif qui, dans le fond, on va lui donner des images, soit des fausses images, soit des vraies images. Et dans le fond, la sortie du réseau ici, c'est de dire est-ce une vraie image ou une fausse image. C'est son travail. OK. Et bon, nous, vu qu'on fait l'entraînement, on sait d'où vient l'image, donc on peut calculer une perte ici. Donc, si je peux calculer une perte ici, j'ai un réseau. Tout est différenciable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le gradient va venir modifier les poids du discriminant. Et aussi, le gradient va venir modifier les poids du réseau génératif. Et c'est comme ça que le système va apprendre à générer des images. Notez ici que votre perte, OK, elle est seulement ici, vrai ou faux, OK? Donc, il n'y a pas de perte de dire, ben, je veux générer des patates, par exemple, ou des pommes ou des chambres à coucher. La façon que vous indiquez à votre GAN le type d'image que vous voulez générer, c'est à partir, dans le fond, de la base de données d'entraînement. Si vous mettez des images de chambres à coucher, le GAN va apprendre à générer des chambres à coucher. Si vous prenez des images de visage humain dans la base de données d'entraînement, le réseau va apprendre, si vous voulez, implicitement à générer des visages humains. Ce ne sera pas explicite, ça va être vraiment implicite. C'est un peu, je pense, la raison pour laquelle les GAN sont difficiles à contrôler dans leur génération, parce que dans le fond, on ne les contrôle pas explicitement. C'est vraiment implicitement via la base de données d'entraînement qu'on leur dit le type d'image qu'on leur demande de générer. Et c'est important ici, le GAN, l'objectif, c'est vraiment de dire je veux générer des images qui sont indistinguables. OK? C'est pas de explicitement dire je veux calculer une perte sur un vecteur cache, un embedding qui me permet de bien représenter des images, et ainsi de suite. C'est vraiment de dire non. Au final, tout ce qui m'intéresse, c'est de produire des images qui sont vraisemblables. Donc, c'est implicite, cette notion-là de modélisation de densité. J'ai mentionné, donc, c'est une approche basée sur la théorie des jeux, ou à tout le moins inspirée. OK? Et si vous vous rappelez, les gens qui ont fait des cours de IA, les jeux d'échecs et tout ça, chaque joueur un joueur veut maximiser, bien, tout le monde veut maximiser sa chance de gagner. Et ce qui va arriver ici, c'est qu'on va avoir une fonction objectif, la fonction V ici. Et dans le fond, on va avoir un jeu minimax où, dans le fond, si vous voulez, il va y avoir une partie maximisation qui va représenter le discriminant qui va vouloir maximiser, lui, les probabilités de distinguer les images fausses des vraies. Et lui, le générateur, lui, ce qu'il veut faire, c'est minimiser la probabilité que le discriminateur puisse différencier entre une image vraie et une image fausse. Donc, d'où le minimax ici qu'on voit apparaître. Donc, un peu plus dans le détail, imaginez que votre discriminateur, la fonction D, vous donne une sortie entre 0 et 1. 1 correspondant à c'est une vraie image, 0 étant une fausse image. Si on regarde la partie entraînement qui est reliée au discriminant, donc j'ai ma fonction aussi objectif V. Et dans le fond, le discriminant, ce que je vais faire, c'est maximiser cette fonction, ou tenter de maximiser cette fonction-là. Et le D représente donc le réseau discriminant. G représente le réseau qui génère les images. Z, c'est le vecteur aléatoire que j'ai pigé. Donc, vous voyez ici, pour la première partie de l'équation ici, donc, je pige X dans ce qu'on appelle P-data. Donc, ça, c'est les vraies données, votre base de données d'entraînement. Donc, la première partie de ma fonction, c'est la valeur espérée du log de D de X. Donc, quand je passe une vraie image dans D, OK, je vais donc maximiser ce terme-là. Donc, petit rappel sur les logs. Log de 1, c'est 0, et ainsi de suite. Là. Log de 0.1, c'est moins 1. Donc, vers quelle valeur D doit tendre pour maximiser cette équation-là? Sachant les propriétés des logarithmes. 1, OK. Donc, si D s'en va vers 1, donc log de 1 va tendre vers 0. Puis, si j'ai des valeurs qui sont plus petites que 1, vous voyez ici, j'obtiens des chiffres négatifs. Donc, pour pouvoir maximiser cette fonction-là objectif, mon discriminant doit monter vers 1 lorsque j'ai pigé dans mes données d'entraînement. OK? Maintenant, si j'ai pigé dans mes données générées, donc j'ai pigé un nombre aléatoire Z, j'ai généré une image dans mon générateur, je la passe à mon discriminateur. OK? Et maintenant, quelle est la sortie que D doit avoir pour maximiser ce terme-là ici? 0. OK. Donc, ce que ça dit, donc, quand je pige une fausse donnée, je veux que le discriminant m'indique, donc, 0. Donc, c'est ce que le discriminant, lui, veut faire lorsqu'il s'entraîne. Dans le fond, notre gradient, notre perte, si vous voulez, on va la faire de sorte que D doit tendre vers 1 et ici, D doit tendre vers 0 dans ces situations-là. OK. À l'inverse,
Notre faussaire, donc notre générateur, lui, il veut minimiser cette fonction-là. Donc, lorsque j'ai des vraies données, la valeur de D ici, qu'est-ce qu'il préfère? Quel temps de vers? 0. Pour avoir un chiffre le plus petit possible. Donc, log de 0, donne-moi l'infini. Et à l'inverse ici, donc, je veux que lorsque je génère une image et que je la passe au discriminant, je veux donc que cette valeur-là ici soit proche de 0, donc 1 moins quelque chose, donc je veux que ça tende vers 1. Autrement dit, je veux que lorsque je lui donne une image, une fausse image, je veux que le discriminant dise 1, donc soit confondu. Okay. Donc, la fonction de perte ici encapsule le comportement qu'on veut faire avec nos GAN. C'est-à-dire on veut que le générateur confonde le générateur confonde le discriminant, puis le discriminant, dans le fond, puisse distinguer les fausses des vraies. Okay. Donc, les deux sont imbriqués une dans l'autre. Donc, la procédure pour entraîner un GAN va ressembler à celle-ci, à tout le moins la version numéro 1. On va faire une montée du gradient pour le discriminateur, puisqu'on cherche à maximiser V. Donc, dans le fond, j'ai V qui va être calculé via un graphe de calcul. Donc, je peux calculer un gradient. Puis, je vais faire une montée de gradient pour maximiser la fonction ici. Et pour la descente, pour le discriminateur, je vais faire, pour le générateur, on va plutôt faire une descente du gradient. Et comme le premier terme ici ne contient pas de la fonction g, donc ça, ce terme-là est nul quand je fais le gradient. Donc essentiellement, c'est seulement la deuxième partie de ma perte, okay, que je vais tenter de minimiser. Donc, je dois faire une descente du gradient, okay, pour l'entraînement du générateur. Par contre, et ça, c'est un élément clé, je pense, des GAN. Ce que les GAN font ressortir, c'est que la fonction de perte, à date, on en avait quelques-unes qu'on utilisait, par exemple, l'entreprise croisée, Mean Square Error et compagnie, il y en a plusieurs. Et dans l'ensemble, on avait dit, bon, il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres. Mais il y avait une espèce de guideline qui était assez claire sur quand j'ai tel type de problème, j'utilise tel type de perte. Puis ça fonctionne relativement bien. Pour les GAN, vous allez voir, il y a eu plusieurs itérations de fonctions de perte qui ont été utilisées. Puis ce que ça démontre, c'est que même si toutes les fonctions ont leur minimum aux mêmes endroits, la forme de la perte, particulièrement la position où les gradients élevés sont situés, va avoir un impact important sur la facilité à entraîner un GAN, la stabilité. Okay? Donc, ce n'est pas tout d'avoir une fonction de perte. Il faut encore qu'elle soit, si vous voulez, gentille avec le réseau, qu'elle soit compatible avec l'entraînement de réseau. Donc, par exemple, la perte ici, si vous vous rappelez, dans la descente du gradient, je minimisais dans le fond cette perte-là ici. Et si vous regardez la forme de la fonction, donc log de 1 moins dg de z, quand vous êtes situé ici, donc dg de z, ça veut dire que mon discriminateur me donne 0, OK, pour une fausse image. Donc ça, c'est le cas où le discriminateur réussit à trouver la fausse monnaie. Okay. Donc, c'est le cas où, dans le fond, le générateur doit apprendre le plus. Rappelez-vous, la loss, elle est en haut, le gradient est généré à partir du haut. Mais si vous regardez la pente de la fonction à cet endroit-là, donc à l'endroit où on a le plus besoin d'apprendre, c'est là que la pente est la plus faible pour la fonction. Okay. Donc, oui, il y a une pente. Oui, le minimum est situé vers 1. Okay. Et le fait que la pente soit faible ici va nuire à l'entraînement. Okay. Donc, ce que les gens font, ici, chose importante, lorsqu'on est rendu au point où le générateur peut confondre le discriminant, c'est là que la pente est plus élevée, mais c'est dans le fond, c'est l'endroit où on a besoin de moins de gradient. Okay. Donc, vous voyez un peu un peu le contraste de ce qu'on veut obtenir puis ce qu'on a avec cette fonction de perte-là. Donc, plutôt, ce que les gens vont faire, c'est faire une montée de gradient. Bon, la version 1, je vous dirais. Donc, ils ne vont pas utiliser cette fonction de perte-là pour le générateur. Ils vont plutôt maximiser, si vous voulez, la probabilité de confondre le générateur. Et cette perte-là, vous voyez ici, vous donne un gradient qui est beaucoup plus élevé lorsque le générateur n'est pas bon. Okay? Puis à mesure que le générateur s'améliore, dans le fond, éventuellement, on arrive à des pentes plus faibles. Mais l'important, c'est que la pente, elle est meilleure à l'endroit où, dans le fond, le générateur a besoin d'avoir plus de feedback, si vous voulez, pour s'améliorer. Donc, c'est vraiment un take-home message que j'ai, en tout cas, retenu des GAN. C'est pas parce que j'ai une loss function qu'elle va bien marcher nécessairement. Okay? Puis c'est un truc que tout le monde vous mentionne lorsque vous lisez sur les GAN, c'est
c'est relativement instable à entraîner. En partie du fait que vous avez un jeu de compétition entre le générateur et le discriminant. Les deux compétitionnent un contre l'autre, puis c'est sûr qu'ils ne sont pas là pour s'aider, si vous voulez. Donc, ça peut finir par créer des instabilités. Donc, les premières versions des algorithmes d'entraînement, donc 2016, qui est quand même pas très vieux, essentiellement, ce qu'ils vont faire, c'est que pour un certain nombre de pas, donc dans le fond, c'est le nombre de fois que vous faites tourner l'algorithme d'entraînement, donc le nombre d'époques, si vous voulez, vous commencez par générer M. Donc, pour chaque époque, si vous voulez, vous générez M. Exemple, dans le fond, vous pigez M fois du bruit pour être capable de générer M images fausses. On va prendre M images réelles, OK? Et après ça, ce que vous allez faire, c'est calculer le gradient, faire des mises à jour par SGD du réseau qui fait la discrimination, OK? Pour la discrimination, j'ai besoin d'avoir des vraies images et des fausses images. Je génère le même nombre. Puis après ça, je calcule ma perte et ça me donne un gradient. Ensuite, pour entraîner le générateur, je n'ai pas besoin des vraies images parce que la perte du générateur est juste basée sur sa capacité à tromper le discriminant. Donc, je vais générer des nouvelles images, de nouvelles fausses images. Et là, je vais passer dans le fond la nouvelle fonction de perte ici. Là. Donc, je vais calculer, à partir de mon vecteur, je calcule une image, je passe l'image à mon discriminant. Je regarde voir c'est quoi la sortie du discriminant. Le logarithme, je fais la somme, dans le fond, c'est comme du stochastic gradient descent. Et c'est comme ça que je vais entraîner. Donc, l'idée, c'est qu'on échantillonne des images, et si on en échantillonne aussi, et on entraîne un peu le discriminant, on entraîne un petit peu le générateur, et on recommence. Donc, on ne laisse pas un converger avant l'autre. Les deux s'entraînent, si vous voulez, à tour de rôle. On fait quelques petites itérations. Oui? Dans le fond, là, ils vont faire cos-itération. Ils vont updater le discriminant K fois avant d'updater une fois le générateur. Oui. Là, Parce qu'il y a comme une boucle. Ah, OK, ouais, t'as raison. Oui, excuse-moi, t'as raison. Donc, c'est un peu difficile la langue que je suis. OK, t'as raison. Oui, t'as raison. Donc, il fait... t'as bien raison. Il y a peut-être le générateur ici plus souvent. Le discriminateur plus souvent que le générateur. Probablement parce que ce qui arrive, c'est que ton discriminateur te donne des cues sur comment générer les images. Donc, quelque part, il doit partir un peu plus vite que l'autre. Donc, vous voyez ici déjà, merci de la correction, là. Vous voyez comment déjà il y a des finesses dans l'entraînement au niveau des GAN. Ça ne s'entraîne pas comme on veut. Ce qu'ils ont remarqué, par contre, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont dit que la perte précédente était difficile à entraîner. Donc, une autre interprétation, c'est de dire on ne veut pas, dans le fond, avoir un min-max sur les probabilités de distinguer des images ou pas. C'est plutôt de dire, c'est quand je passe mes vraies images, puis que je passe mes images générées dans D, ça va me sortir une distribution de probabilité. Puis ce que je veux, c'est qu'au fil du temps, les deux distributions s'overlappent. Okay. Puis si les deux distributions s'overlappent, dans le fond, ça signifie que mon discriminateur est plus capable de distinguer des fausses images des vraies. Donc, à partir du moment que j'ai comme reformulé ce problème-là en voulant matcher des distributions, je peux utiliser des métriques de distance sur les distributions. Okay? Il en existe plusieurs. Les gens connaissent en général la colle-divergence, il y a aussi la divergence JS. Mais ce qu'on va voir, c'est que ces divergences-là ont des difficultés. Okay? Puis, ce qui est arrivé, c'est que les distances Wasserstein se sont rapidement imposées pour l'entraînement des GAN. C'est quand même une distance qui est assez cute dans le sens... Ils appellent ça le Earth Mover Distance. Combien de gens ont déjà entendu parler de ça, le Earth Moving Distance? Personne? En français, le nom, c'est la distance du cantonnier. Si vous vous rappelez vos chansons d'enfants sur la route de Louviers, ça dit, il y avait un cantonnier, et qu'est-ce qu'il faisait le cantonnier? Et il cassait des tas de cailloux. Donc, l'idée de la distance du cantonnier, c'est que vous allez tasser des tas de terre. Okay. D'ailleurs, écoute, je suis parti sur une recherche, je me dis, pourquoi un cantonnier ça répare des routes? J'étais allé voir dans Wikipédia. Et c'est parce qu'à l'époque, dans la France, les personnes, ils engageaient des gens dans les cantons pour réparer les routes. Donc, c'est devenu un cantonnier parce que c'était un employé du canton. Okay. Je me disais, il me semble que canton, ça n'a pas roche dans le nom. Et l'idée de la distance du cantonnier ou du Earth Mover Distance, c'est, on va regarder la quantité de terre qu'on déplace fois la distance qu'on a déplacée, la pelletée de terre. Okay. Ça nous permet de mesurer
la différence entre deux distributions. Donc, par exemple, ici, vous avez deux distributions, une distribution en haut et une distribution en bas. OK? Et ce que je vais vouloir faire, c'est transformer une distribution en l'autre. Puis, vous voyez ici, les unités, c'est des shovelfuls, OK? Des pelletés. Donc, j'ai 3 pelletés de terre à la position P1, 2 pelletés de terre à la position P2, une pelletée de terre à la position P3 et 4 pelletés de terre à la position P4. Puis maintenant, en tant que cantonnier, ce que je vais faire, c'est commencer à pelleter la terre d'une distribution à l'autre. OK? Donc, si on regarde ici pour la transformation, donc la première chose que je vais faire, je vais prendre 2 pelletés de terre ici, parce que je dois réduire de 3 à 1. Vous voyez ici. Donc, je vais prendre 2 pelletés de terre ici, je les envoie là. OK? Je les pelle vers l'avant. Donc, vous voyez ici. Maintenant, P1 et Q1 matchent, mais clairement, P2 et Q2 ne matchent plus. Donc, ma première étape, ça m'a pris 2 pelletés de terre, fois un déplacement. OK. Ensuite, pour matcher P2 et Q2, qu'est-ce que je dois faire? Combien de pelletés de terre que je déplace vers l'avant? 2. OK? Donc, plus 2. Vous voyez ici, j'ai pelleté 2 fois par l'avant. Et là, maintenant, toute cette partie-là des distributions match. Et après ça, il me reste à matcher P3 et P4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre Q3 ici. Je vais pelleter une fois vers l'avant. OK? Donc, vous voyez ici, j'ai pelleté l'avant. Donc, j'ai fait une pelletée avec une distance. Donc, plus 1. Donc, la distance du cantonnier entre ces deux distributions-là, eh bien, c'est 5. OK? Oui? Je suis vraiment pas sûr de saisir que ça représente P1, P2. OK, ça, c'est une distribution de probabilité. OK? Donc, c'est discret. Donc, j'ai 4, je m'excuse, j'aurais dû le dire, c'est sur des distributions discrètes dans ce cas-ci. Donc, j'ai 4 valeurs possibles pour ma distribution sur P. Puis là, ici, on a mis des shovelfuls, mais dans le fond, si tu divises par 10, ça donnerait une distribution de probabilité discrète. Donc, comme ça, je peux mesurer une distance en deux distributions. OK. Et la raison pour laquelle ils utilisent la distance de Wasserstein, c'est si vous avez deux distributions de probabilité telles que vous avez une située à 0 complètement puis une située à θ complètement, beaucoup de mesures de divergence exigent que le support des distributions soit les mêmes. OK? Et dans ce cas-ci, le support est disjoint. J'ai une fonction qui est uniquement supportée ici et l'autre qui est uniquement supportée là. Donc, si vous prenez, par exemple, la divergence de Coel, ce qui va se produire, c'est que vous allez avoir des plus infinis qui vont apparaître, peu importe la distance entre les distributions. OK? Si vous prenez la distance, ça c'est la Jensen-Shannon. La Jensen-Shannon, les gens ont démontré que la perte que je vous ai présentée précédemment, dans le fond, c'est relié à la distance de Jensen-Shannon. Encore là, vous voyez ici, pour des distributions qui ont des supports qui sont disjoints, la perte, c'est log de 2. Okay. Donc, ce que ça dit, c'est que si je n'ai pas d'overlap sur mes distributions, ben, ces deux types de fonctions de distance entre les distributions n'ont pas de sens. Okay. Et c'est un truc, je pense, qui arrivait, c'est que il disait, dans le fond, dans l'hyperespace des vecteurs aléatoires, ce qui arrivait, c'est que si vous voulez, les manifolds des images générées versus réelles, il y a tellement d'espace où ils peuvent se placer qu'ils sont la plupart du temps disjoints. Donc, c'est un argument derrière l'idée d'avoir des fonctions qui ne sont pas sensibles au fait que les distributions soient disjointes. Alors que pour la distance du cantonnier, c'est exactement la distance entre mes deux distributions, pour ce cas-là, qui est un peu pathologique, mais quand même qui est assez important. Notez, bien entendu, que si les distributions s'overlappent, tout le monde est d'accord que la distance est de 0. Mais l'idée, c'est que s'il n'y a pas d'overlap, ben, ma distance du cantonnier, on est capable d'avoir des résultats qui font du sens. Donc, c'est la raison pour qu'on appelle ça pour les gens qui font des GAN maintenant, souvent vous voyez ça, les Wasserstein GAN, là, les W-GAN, ben, ça vient du fait d'utiliser cette métrique de distance-là. J'ai passé, disons, 10 slides de théorie, OK? Parce que dans le fond, ce que les gens qui ont fait ce développement-là mathématique ont découvert, c'est qu'il faudrait utiliser une distance de Wasserstein, OK? Mais la distance de Wasserstein, si vous vous rappelez ici le petit jeu qu'on a joué, c'est une espèce de problème d'optimisation, pas combinatoire, mais c'est un problème d'optimisation, de dire comment je déplace mes tâches, mes tas de terre. Et quand vous tombez avec des fonctions continues, ça devient un problème qui est beaucoup plus complexe. Okay? C'est pas au tableau aussi facilement que ça. Donc,
les gens qui ont développé cette perte-là du WGAN, dans leur papier, ce qu'ils démontrent, c'est qu'ils vont utiliser une distance de Wasserstein. Puis pour résoudre une approximation de cette distance-là, ils vont passer du problème primal au dual. Puis là, en passant, vous venez de me perdre. OK? Donc, ils font le dual. Et le dual, dans le fond, c'est relié à des fonctions f. OK? Et il démontre que tu peux calculer ou approximer la distance de Wasserstein avec des fonctions f, tant aussi longtemps que les fonctions f sont des fonctions lipschitziennes. OK? Là, vous venez de me perdre doublement. OK? Le bottom line, c'est que les gens qui ont développé cette perte-là, c'est clairement des gens intelligents qui sont appuyés sur une grande théorie. OK? Je dis ça parce que ils ont dit, bon, pour garantir que les fonctions f soient colipsiciennes, c'est difficile à imposer. Donc, en passant colipsicienne, ce que ça veut dire, c'est essentiellement, si imaginez que vous avez un cône ici, là, qui est représenté par une variable k, là, et ça veut dire quand je déplace mon point, bien, la ligne noire ne rentre jamais dans le cône. Autrement dit, c'est que la dérivée de ma fonction, peu importe ce que je mets sur ma fonction, elle est limitée. OK? Et le k, comme je dis, ça vient déterminer si vous voulez, l'ouverture du cône. Et pour garantir que les fonctions soient lipschitziennes, et faire ça rapidement, ce qu'ils vont faire, ça ressemble un petit peu à un hack, c'est que seulement la procédure d'entraînement est similaire à ce qu'on a vu précédemment. Donc, j'échantillonne des vraies données, j'échantillonne des données, je génère des images qui sont fausses. Je calcule une perte qui est basée sur la fonction f. Donc, vous voyez ici, je passe les vraies images dans f, je passe les fausses images dans f. Et dans le fond, ce qui arrive, c'est que f est donc la fonction qui essaie de déterminer c'est quoi la distance entre mes deux distributions. OK? Donc, le générateur maintenant, qui s'appelle maintenant un critique, pas le générateur, le discriminant qui s'appelle maintenant un critique, essaie de trouver une fonction f qui va l'aider à discriminer les distributions entre les fausses et les vraies. C'est sa job à lui. Et bien entendu, le faussaire, lui, c'est dans le fond, ce qu'il veut faire, c'est générer des images qui vont confondre la fonction f. Mais pour garantir que la fonction f est colipschitzienne, ils font le petit hack ici qui fait qu'ils vont clipper les poids entre moins c et c pour le réseau f. Et la valeur de c, c'est quelque chose comme 0.01. Okay. Et des auteurs eux-mêmes de l'article, ce qu'ils disent, c'est que weight clipping is clearly a terrible way to enforce a Lipschitz constraint. Okay. Donc déjà, les gens qui ont écrit l'article, bien que ça fonctionnait déjà mieux que ce qui se faisait avant. Clairement, déjà, j'avais une espèce d'arrière-goût en disant « ça fonctionne relativement bien, mais on sait que ce n'est pas la meilleure façon de faire pour résoudre ce problème-là. » Donc, ce qui est plus tard, donc 2017, donc l'année passée, il y a des gens qui ont travaillé le problème. Je ne passerai pas dans le détail des équations. Je ne me sens pas assez à l'aise à ce niveau-là. Mais l'idée, c'est qu'ils ont enlevé le weight clipping complètement. Okay? Et c'est rendu maintenant la WGAN-GP. Mais encore là, c'est des gens qui ont fait des grands fondements théoriques pour trouver, dans le fond, des adaptations. Mais l'idée ici, c'est, encore là, le take-home message, c'est que la fonction de perte qui est utilisée va avoir un grand impact sur la qualité d'entraînement de votre GAN. Et avoir la vitesse de développement de ces fonctions-là, restez à l'écoute. Si vous faites des GAN, il y a peut-être une nouvelle fonction qui vont développer. Oui? GP, c'est pour Gaussian concept? Non. C'est quoi c'est? Gradient penalty. Ah, gradient penalty. Merci. Donc, c'est eux autres qui pénalisent le gradient, alors qu'ici, ils pénalisaient les poids, si vous voulez. Ben, pas pénaliser, mais ils clippaient. Bref, portez attention aux fonctions de perte. Ça peut faire que votre réseau ne va pas converger lorsque vous entraînez les GAN ou pas. Autre phénomène important aussi des GAN, c'est ce qu'ils appellent le mode collapse. Okay? Rappelez-vous, notre GAN, on lui dit généralement une image quelconque. Okay? La seule analogie que je pourrais faire en ce moment, c'est imaginez que vous avez un oncle okay, qui est bon. Vous pensez qu'il est bon à faire de la magie, mais dans le fond, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il connaît un tour de magie. Okay? Puis parce qu'il le fait tout le temps, il est rendu super bon. Puis parce qu'il voit les gens réagir, il dit « Ah, mon tour de magie est bon. Okay? » Sauf que si votre oncle, à chaque fois que vous le voyez, vous faites tout le temps le même tour de magie, vous allez trouver ça plate. Okay? Mais vous trouvez ça plate parce que vous avez de la mémoire. Dans l'architecture d'entraînement GAN, le discriminant n'a pas de mémoire. Okay? Fait que si vous lui représentez tout le temps la même image, elle est super bonne,
en tant que faussaire, lui, il voit que du feu. OK? Donc, ce qui arrive dans le mode collapse, c'est que le générateur apprend par la bande que, dans le fond, il n'y a pas besoin d'être bon à en générer un paquet. Quand il a trouvé un bon modèle de fausse image, ben, il fait juste tout le temps régénérer la même image. OK? Et c'est clairement quelque chose qu'on ne veut pas pour notre GAN, parce que dans le fond, ça fait un GAN qui n'est pas très intéressant. Donc, vous voyez ici, par exemple, dans l'article, il montre un code de mode collapse où vous voyez, donc ici, c'est pour générer des images de chambre à coucher de 64 pixels par 64 pixels. Puis, si on ne fait pas attention au mode collapse, ce qui arrive, c'est que les images, la vérité des chambres à coucher, donc vous voyez ici la chambre à coucher avec du gros jaune, bien, dans le fond, il est comme développé de 2-3 styles de chambre à coucher, puis c'est ce qu'il réutilise constamment. OK. Parce qu'il n'y a pas de pénalité explicite sur la diversité. Bon, il y a des gens, on va le voir un peu plus tard, là, des articles qui, justement, ils rajoutent une pénalité explicite sur la diversité des images générées. Pour dire, non seulement je veux que tu me génères des images qui sont réalistes, mais en plus, je veux que tes images varient d'une fois à l'autre. OK? Puis la pénalité doit être explicite parce que, comme je vous le dis, le discriminant n'a pas de mémoire, lui. Quand tu lui montres une image, il ne se rappelle pas c'est quoi l'image que tu lui as montrée précédemment. Puis ça encourage, dans le fond, le monde collapse. Oui? Le discriminateur, c'est un réseau de neurones. Oui. Ils n'ont pas la propriété d'apprendre par cœur les données qu'on lui leur présente. Si on présente toujours la même image, puis on dit une fois que c'est fausse, la prochaine fois, il doit... Oui, mais je pense qu'il arrive dans ce temps-là, c'est que tu vas avoir ce qui va arriver, c'est que, oui, à force de présenter, il va peut-être découvrir que l'image est mauvaise, puis tout ce qui va arriver, c'est que ton discriminant va commencer à se promener. Le générateur va commencer à se déplacer dans l'hyperespace des images. Puis, si tu veux, le discriminant va être comme un petit peu à la traîne. Puis, ce qui va arriver, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout le temps générer la même image, puis il va la modifier un petit peu, puis éventuellement, il va peut-être même retomber sa même. Puis, tout ce qu'il va faire, c'est une boucle. Puis retourner, dans le fond, à des images qui est déjà bon. Parce qu'il n'y a pas de mémoire. OK. Oui? Si ici, je génère une image qui devrait être identique à une image vraie d'entraînement, genre, le discriminant va se retrouver avec un feedback qui est mitigé. Des fois, il est fausse, des fois, il est vrai. C'est ça. Bien, ce qui arrive à la convergence, normalement, le discriminant, si tu veux, va converger vers une demi. Ouais. C'est qu'il va dire, à chaque fois que tu me montres quelque chose, je sais pas c'est quoi. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Donc, c'est pour ça qu'en théorie, lorsque ça converge, le GAN, le générateur va être parfait. OK? Sauf que ça ne converge pas tout le temps. L'autre affaire aussi, c'est que c'est un jeu, le GAN. Vous ne le jouez pas de vitam aeternam. Lorsque le générateur est entraîné, on arrache le discriminateur, puis dans le fond, on a un GAN. On est content, on a un GAN, on a un papier. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est qu'éventuellement, oui, ça converge vers une demi. J'ai vu, au passage, j'ai vu des gens qui utilisaient parfois aussi ce concept-là pour extraire des features en se disant, si j'ai un bon générateur, ça veut dire que j'ai compris les features qui étaient intéressantes pour des images. J'en parle pas plus que ça. Il y a quelques gens qui font des recherches dans cette direction-là. Problème aussi des métriques d'évaluation. Ici, dans le fond, on a notre discriminant qui nous dit vrai ou faux. OK, mais est-ce que notre discriminant est bon? On ne le sait pas. T'sais. Si le discriminant n'est pas un réseau très, très fort, éventuellement, il va être confondu très rapidement. Ça, c'est un gros problème aussi. Quand on faisait de la classification d'images, c'était facile. Hein? J'avais un dataset, un chien, c'est un chien, un chat, c'est un chat. Je peux calculer une précision, puis ça me dit, je suis rendu avec un top 5 de 12 Pour les GAN, vous deviez quantifier le taux de réalisme d'une image. Comment tu quantifies ça, un taux de réalisme? Pas évident. OK. Donc, ça fait un petit peu penser pour les présentations qu'il y a eu dans le cours précédemment, les gens qui faisaient la traduction, qui parlaient du bleu score, c'est un peu ça, c'est le même problème. Vous générez des traductions, puis c'est de se dire, est-ce que ma traduction est bonne ou n'est pas bonne? J'ai un bleu score qui est plus ou moins adapté, puis sinon, souvent, ce qu'on fait, c'est Amazon Mechanical Turk. Tu prends un paquet de gens, puis tu dis, est-ce que ça, c'est mieux que ça? Au niveau de la traduction et de la génération d'images. Okay? Mais ça reste un peu, difficile à quantifier. Et surtout pour les articles scientifiques, ça devient à un moment donné difficile de se comparer avec d'autres parce que le bruit sur ces évaluations-là est tellement large que de dire j'ai battu de 0.01 sur tel score, c'est comme est-ce que c'est important ou non? Donc c'est une difficulté, il faut garder en tête. C'est comment à la fin vous avez votre GAN, vous êtes super content, vous voulez l'entraîner, puis vous voulez le publier, puis c'est comme ouf, comment je fais pour mettre un chiffre sur mon GAN? Sachez que c'est pas facile.
Un des scores qui a été développé, c'est le Inception Score, ou le score AIS. Dans le fond, ce qu'on va prendre, c'est un réseau Inception qui est pré-entraîné sur ImageNet. Puis on va regarder voir, dans le fond, comment le réseau classifie les images que vous générez versus par rapport à des images réelles. Le Inception Score, dans le fond, ce que ça va regarder, dans le fond, c'est la divergence entre c'est quoi la distribution des données au complet versus les données lorsque je les classifie. Là, c'est relié avec l'information mutuelle. Et dans le fond, sans trop aller dans le détail de cette équation-là, c'est plutôt, dans le fond, la logique derrière le IS. Ce que c'est que lorsque l'Inception est confiant, lorsqu'on lui présente une image qui est générée, donc ça veut dire dans les sorties, vous avez, disons, 1000 classes. Donc, si vous avez un beau pic à un endroit, puis que le reste, c'est faible, dans les sorties du réseau Inception, ce que ça veut dire, c'est que le Inception est confiant qu'il y a un seul objet dans la scène. Donc, ça, c'est ce qu'on veut pour avoir un score qui est élevé. Donc, on veut que dans le fond, notre score d'Inception soit confiant. Et ce qu'on veut aussi, c'est que, dans le fond, la distribution PY soit relativement uniforme, donc que je ne génère pas tout le temps le même type d'objet. Et c'est ce que le cas de divergence entre la continuelle et la marginale, c'est ce qu'elle vient mesurer, si vous voulez. Donc, je veux quelque chose qui est wide pour les Y, mais quand je donne une image, c'est très peaky, mon Y. Donc, ça, c'est une métrique qui est indépendante des évaluateurs humains et qui corrèle relativement bien avec des résultats sur CIFAR-10. CIFAR-10 étant des images qui sont 32 par 32 pixels. Donc, quand vous tombez dans des images 1024 par 1024, c'est déjà plus difficile en termes de score. Aussi, aller jusqu'à une certaine époque, les GAN n'utilisaient que des réseaux MLP, des réseaux donc Multilayer Perceptron. Et DCGAN est venu changer un peu la donne maintenant en rajoutant des couches convolutionnelles dans les réseaux. Et les couches convolutionnelles, c'est facile lorsqu'on part d'une image vers un score. Ce qui est difficile, c'est de partir vers un vecteur de chiffres, puis de faire de la déconvolution pour générer une image. Donc ça, c'est plus difficile. Il y a eu quelques présentations orales qui ont été faites, lorsqu'on montrait des convolutions stridées, puis aussi des convolutions transposées. Et dans le fond, DCGAN, ce qu'ils ont fait, ils ont élaboré, dans le fond, une série de guidelines, donc de directives pour des réseaux à convolution qui fonctionnent bien avec les GAN. Donc, par exemple, ils disaient, au lieu de faire du pooling, plutôt de faire des convolutions avec des pas, utiliser du batch norm partout, enlever les couches fully connected, ça, c'est déjà fait de toute façon à partir de NIN. Utiliser des relus pour les générateurs, sauf une TANH à la fin, et utiliser des leaky relus pour le discriminateur. Probablement pour favoriser la propagation du gradient dans la discrimination vers le générateur. Parce que si vous avez une leaky relus, ça veut dire que la partie négative, vous avez un gradient. Si vous utilisez juste des relus, vous coupez le gradient des parties négatives. Donc, c'est des constats qu'ils ont faits pour être capables de faire des images en utilisant des CNN dans les réseaux GAN. Vous voyez ici donc des résultats sur des images 64 par 64 pixels. Ça, c'est des images qui ont été générées pour une base de données d'entraînement qui s'appelle Elson, qui contient 3 millions d'images essentiellement sans dire juste de chambres à coucher, mais quand même beaucoup de chambres à coucher à l'intérieur. Donc, vous voyez, la génération n'est quand même pas mauvaise. Mais ça reste quand même des images 64 pixels par 64 pixels, donc résolution un peu faible. C'est quand même assez spectaculaire à l'époque. Je trouvais ça intéressant aussi. Ils voulaient savoir, dans le fond, est-ce que, tout à l'heure, il y avait une remarque que les réseaux de neurones apprennent par cœur facilement. Donc, une des questions qui se disait, est-ce que le réseau a juste appris par cœur des données d'entraînement? Première des choses, quand vous lisez l'article, il y a le jeu de données est tellement grand, à 3 millions, qu'essentiellement, là, ils montrent des générations après une époque. C'est-à-dire qu'ils ont fait 3 millions de données après 5 époques. Donc, un des avantages d'avoir une grosse base de données de même, c'est que c'est difficile pour un réseau d'apprendre par cœur. Il voit une image peut-être 1, 2, 3, 4 ou 5 fois. Parce que la base est grande. Si la base était plus petite, il y aurait cette difficulté-là. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'article, c'est une façon, disons, empirique de vérifier, voir si le réseau avait appris par cœur. C'est ce qu'ils font, c'est qu'ils génèrent une image avec un vecteur aléatoire. Ils en génèrent une autre avec un autre vecteur aléatoire. Puis après ça, ils font une interpolation. Le vecteur Z que j'ai utilisé, ils font une interpolation linéaire ou des fois géodésique, s'ils ont des restrictions sur la génération des Z. Parfois, ils imposent que Z soit sur une sphère. Et là, on fait l'interpolation, puis on regarde de voir comment l'image
varie. Et l'image de la chambre à coucher varie de façon quand même assez fluide. Donc, vous voyez ici, par exemple, on part d'ici, donc ce qui se passe, c'est une fenêtre qui devient de plus en plus tamisée. Et ici, on voit apparaître une espèce d'oreiller orange sur le dessus. Et pour eux, le fait que les images varient doucement quand j'interpole, et non pas qu'il y ait des sauts, c'est une indication que le réseau n'a pas appris par cœur. Parce que si j'avais des sauts, si je sautais d'une image à l'autre, ça donnerait une indication que peut-être le réseau a juste appris par cœur. Tandis que là, vu que c'est smooth, clairement, pour être capable de faire l'interpolation dans l'espace des images comme ça veut dire que le réseau a réussi à comprendre comment générer des images. Donc, c'est un petit test, disons, empirique pour tester la capacité, dans le fond, de voir si le réseau a appris par cœur. Ça fait aussi, dans le fond, des images un peu surréelles. Aussi, tout comme pour les plongements pour les mots, on pouvait faire de l'algèbre. Hein? Ce qu'ils ont réussi à montrer, c'est que dans leur réseau, ils pouvaient faire aussi de l'algèbre. Donc, par exemple, si vous avez un vecteur qui correspondait à Smiling Woman, donc génère des images, et ils ont découvert un vecteur qui correspondait à Neutral Woman. Si je fais Smiling Woman minus Neutral Woman plus Neutral Man, ça fait Smiling Man. Okay? Donc, à partir du vecteur calculé ici, ils vont mettre ça dans le GAN, puis le GAN va générer des images aléatoires qui sont d'un homme qui sourit. On s'entend que la qualité n'est pas fantastique, mais c'est quand même impressionnant. Man with glasses minus man without glasses plus woman without glasses, ça égale un woman with glasses? Woman with glasses. Donc ça, le genre de questions d'examen que vous allez avoir, Rébus. Puis maintenant, si on continue dans le temps, en 2017, ICCV, où est-ce que là, on va commencer à faire des choses, maintenant qu'on peut générer des images, comment est-ce que je peux découvrir des nouvelles façons, des nouveaux paradigmes pour entraîner mes GAN, OK? Pour être capable de générer des choses intéressantes, comme par exemple du transfert de style. Donc ici, ce qu'ils veulent faire, c'est avoir des réseaux qui sont capables de transférer du Monet vers des photos et des photos vers du Monet. OK? Et pourquoi ils utilisent Monet ou d'autres peintres? C'est pour vraiment envoyer le message, c'est je ne peux pas aller prendre la photo sur laquelle Monet a fait sa peinture, le paysage. Je ne peux pas prendre une photo du paysage sur lequel Monet a fait sa peinture parce que dans le fond, le paysage n'existe plus. Et je ne peux pas demander à Monet de repeindre une photo. Donc, je n'ai pas accès à des données, si vous voulez, alignées. J'ai juste des exemples de photos de peinture de Monet, puis des exemples de paysages que Monet aurait pu peindre. C'est tout ce que j'ai. Je ne peux pas faire un appariement du paysage vers une photo. Donc, ils ont développé un paradigme qui va permettre, dans le fond, d'avoir un système qui va apprendre à transférer des styles sans vraiment avoir un ground truth qui est vraiment aligné. Par exemple, ici, transférer d'une image de l'été vers l'hiver et de l'hiver vers l'été. Donc, le réseau va apprendre à faire ces corrections-là. Et quand je parle d'appariement, c'est que peu avant, il y avait des gens qui avaient développé des GAN qui permettaient de transférer des styles, mais ça vous prenait d'avoir un appariement très, très proche. Par exemple, ici, vous aviez le contour d'un objet avec une photo de l'objet, contour de l'objet avec la photo de l'objet, contour de l'objet avec la photo de l'objet. Vous voyez qu'il y a un aliment, sans dire pixel à pixel, mais il y a un appariement qui est très, très proche. Okay? Et comme je vous disais tout à l'heure, pour le Monet n'existe plus. Donc, eux autres, dans leur paradigme d'entraînement des GAN, ce qu'ils ont dit, tout ce que j'ai besoin, c'est d'avoir un domaine X qui représente un style de photo, par exemple des photos d'ici extérieures, et ensuite un Y des photos d'un style de peintre. OK? Et je n'ai pas besoin d'avoir un appariement entre, il faut absolument que la peinture ici représente ce paysage-là. C'est d'avoir ces deux séries d'entraînement-là non appariées. Et ils ont développé un paradigme pour être capable d'apprendre à comment transférer le style. Et puis c'est simple, mais c'est très efficace. Ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils vont prendre une image, par exemple, du domaine X, vont utiliser le réseau G pour le traduire dans le style de Y. OK? Et après ça, ils vont prendre cette même image-là et la passer dans le réseau F qui est chargé de traduire du style Y vers X. Et ils vont comparer le X ici avec le X là. OK? Donc, vous voyez ici, on voit, donc je prends une image dans X, je le transfère vers Y. Et je le ramène dans X. Et ils appellent ça, la perte ici, c'est le Cycle Consistency Loss. Okay? Ce que le réseau apprend, c'est à fermer la boucle. Okay? Et ils font ça dans cette direction-là.
Et ils vont le faire aussi dans l'autre direction. Donc, ils vont prendre une image du style Y, l'envoyer vers X, avoir un réseau qui calcule de X vers Y, avoir une perte, calculer le gradient, fermer la boucle. Donc, ce que le réseau apprend, c'est simultanément transférer d'un style vers l'autre. Okay. Et comme ça, je n'ai pas besoin d'apparier mes photos de domaine à l'autre. Tant aussi longtemps, j'en ai suffisamment dans chaque domaine. Donc, par exemple, c'est pas juste des paysages. Vous avez ici une photo satellite. OK? Ils ont aussi pris des images, genre quand vous avez le Google, quand vous avez les vues de cartes, OK? Pour dire, voici à quoi ça ressemble des images de la ville quand j'ai fait le découpage des édifices, OK? Donc, ils ont un réseau qui a appris à traduire une image de satellite vers cette image-là. Puis pour faire le cycle loss, bien, ça prend une fonction qui est capable de traduire une image comme ça vers une image satellite. Puis vous répétez ça. Vous avez donc un outil maintenant qui, quand vous montrez une image satellite, il peut pratiquement instantanément vous donner maintenant l'équivalent des cartes routières, si vous voulez. Encore là, je le répète, sans avoir besoin d'aligner les images. Okay. Donc, vous voyez ici, quand on fait de la recherche dans le deep, c'est pas juste de la recherche sur des fonctions de perte. Parfois, c'est de la recherche sur les paradigmes d'entraînement, okay, qui font qu'on peut maintenant faire des tâches beaucoup plus facilement. Au début du cours, on faisait beaucoup du supervisé. On a vu du non supervisé, on a vu du semi-supervisé. Ça, souvent, c'est ce qu'on appelle les approches faiblement supervisées. C'est-à-dire, vous devez avoir une personne qui vous dit « la photo est-elle de style satellite ou de style carte routière? » Mais on s'entend, ce n'est pas une expertise qui est très difficile. Okay? Donc, c'est faiblement supervisé. Oui? Mais comment ils entraînent le jeu et comment ils entraînent? Ben, FPG, c'est des réseaux. Puis, c'est un réseau, tout ce que tu as besoin, c'est une perte. Donc, tu as besoin d'une perte pour calculer ton gradient. Puis, dans le fond, la perte, ici, là, je ne me rappelle pas exactement c'est quoi la perte qu'ils utilisent, la perte perceptuelle, là, mais il y a une perte qu'ils vont calculer sur la fermeture de la boucle ici. Puis, quand tu as calculé ta perte, ben, tu fais ta back propre. Ça vient modifier ton réseau ici, puis ça vient modifier ton réseau là. Là, tu rechanges l'autre barre. Comment ils arrivent à faire la liaison d'un espace par l'autre? Cette liaison-là? Ah, c'est le réseau. Le réseau, ils pourraient décider juste de... Non, c'est que le réseau, on dit le réseau doit être capable de prendre une image du domaine X et de le transférer vers Y. On s'entend que de prendre une photo puis de la transférer au monnaie à la première shot, non, c'est du garbage qui va te sortir. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quoi. Un réseau que tu initialises au hasard, tu sors du garbage. Mais à force de faire ça, de plus en plus, ce qui va arriver, c'est qu'il va tendre vers, comme ton classificateur au début, il te sort n'importe quoi, éventuellement, il converge vers des valeurs qui sont bonnes. Puis, fait qu'en fond, tu mets à comparer un peu les images random à des photos random. Ça, c'est une image réelle, que tu as généré une image, sans dire qu'elle est random, elle est générée artificiellement. Et là, tu en génères une deuxième artificiellement. Fait que tu compares une réelle à une artificielle, c'est vrai. Mais il faut absolument une loss sur Y aussi, parce que... Ouais, c'est les deux sens. C'est ça, la loss est seulement sur... tu vois ici, la loss, ça s'applique seulement sur les photos du domaine X, puis ici seulement sur du domaine Y. Je mets une loss entre une photo du domaine X et Y. C'est toujours la loss calculée dans les photos du même domaine. Donc, j'ai besoin d'une loss peut-être perceptuelle. Oui? GF, c'est des encodeurs, décodeurs. Bien, les deux, c'est des... C'est parce que si on a une image à l'entrée puis une image à la sortie. Oui, c'est ça, c'est un encodeur-décodeur, tu peux le voir de même. C'est un modèle qui ne prend pas un vecteur aléatoire, lui, il prend une image en entrée puis il donne une image en sortie. Puis l'image, elle est... Le réseau, dans le fond, se spécialise, c'est pour ça qu'ils disent transférer le style. C'est pas de générer une image, c'est vraiment de dire, je prends une image, je veux garder des composants dans l'image, je veux juste transférer un style. Puis le style, ça peut être, par exemple, un peintre, ou l'envoyer de passer d'une image satellite à une image de style carte routière. Mais l'idée, c'est ça, c'est que tu as besoin d'une perte ici. Je vous dis, je ne me rappelle plus la perte, ça peut être une perte vraiment juste mean square sur les pixels. Je pense que j'ai essayé une fois un encodeur-décodeur avec une square, puis ça donne une image noire. OK. On va essayer de minimiser la distance. OK, ouais, ça se peut. Donc, c'est une distance... Ça doit être la loss qui est très importante ici. Oui, encore là, la loss, toujours. Oui. Mais dans le fond, c'est comme un peu comme un encodeur-décodeur, excepté que ta représentation, ta représentation cachée, elle va avoir du sens pour le parce que tu l'entraînes dans les deux sens. Ben, je pense à la limite, tu t'en fous de la représentation cachée. L'idée, c'est juste le style de... C'est dans le sens que, mettons, dans ta figure B, ta représentation cachée, c'est comme ton Y. Dans la figure C, c'est comme ton X. Non, je C'est pense que comme
C'est deux réseaux encoder-décoder. Ça, Mais si dans le fond, ton F, c'est ton, mettons, ton G serait ton encodeur, ton F, c'est ton décodeur. non, c'est ça. Ça prend une image en entrée, ça tire une image. C'est ça. ça, mais il joue à tour de rôle. Ouais, mais c'est parce que ce que tu dis là, c'est que mon image du domaine Y est un embedding de limonage en X, mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les deux, c'est des images de style différent. Ouais, je sais, mais. Fait que de dire qu'un est un embedding de l'autre, ça serait comme circulaire, parce que les deux sont des embeddings de l'autre, selon ce point de vue-là. Oui, oui. Mais la fois, c'est vraiment de dire, non, j'ai des images de style différents. Puis encore là, la magie de pourquoi ça le fait, ça opère, c'est la magie de la boîte noire. L'idée, c'est que j'ai une loss qui est capable de me faire converger vers ça. Et surtout, c'est le fait que tu n'as pas besoin de parier les données, qui est vraiment intéressant dans cet article-là. Finalement, dernier article, les photos spectaculaires, Progressive Growth of GAN, dans le fond, un article qui a fait beaucoup parler de lui. Et les autres, dans le fond, ce qu'ils ont voulu faire, c'est, générer des images de taille qui étaient absolument ahurissantes pour un GAN. Là. Les articles précédents, 64 par 64, 32 par 32. Les autres, c'est des gens de NVIDIA, ils aiment ça les graphiques. Ils voulaient sortir des images, donc 1024 par 1024, là, mégapixels, donc générées par un GAN, avec des images donc photoréalistes de visage. Donc, augmenter la résolution, augmenter la qualité aussi, parce qu'à cette taille-là, dans le fond, vous voyez les poils de barbe, là, on peut les distinguer pratiquement un de l'autre. Donc, on parle de finesse, de détail. Souvent, un des défauts des GAN, quand vous lisez les articles, ça fait tendance à faire des images qui sont très blurry, très floues. Donc, d'arriver à avoir un GAN qui peut vous sortir, dans le fond, des poils de barbe, ça veut dire qu'on a vraiment réussi à aller chercher du détail très, très, très fin lors de la génération des images. Et aussi, vous voulez stabiliser et accélérer l'entraînement des GAN. Parce que les GAN sont difficiles à entraîner, je disais, c'est relativement instable. Et il y a vraiment deux idées maîtresses dans l'article, à mon avis. Première des choses que vous allez voir, c'est qu'il va pour avoir un GAN qui fait de la haute résolution comme ça, ils vont le faire croître de façon graduelle. OK? Donc, de commencer par des images de faible résolution, puis augmenter la taille des images au fil du temps. Puis, ils vont aussi rajouter une heuristique pour encourager la diversité des images, pour éviter le mode collapse. Donc, au niveau de la croissance progressive, ce qu'ils vont faire, ils vont commencer par entraîner le réseau à produire une image de 4 par 4. Okay? On s'entend de réaliser une image de 4 par 4, c'est pas tellement difficile. Okay? Fait qu'ils vont prendre le dataset original, ils vont downsampler à des images de 4 par 4, puis ils vont entraîner le GAN à générer des 4 par 4 qui sont similaires à des 4 par 4 du dataset réel. Donc, mais rappelez-vous, une image que vous avez downsamplée comme ça, c'est l'équivalent de dire je vais apprendre des relations à grande échelle dans l'image originale. Okay? Parce que la patch ici d'un pixel, là, ça représente, dans le fond, l'information de 256 par 256 pixels. Donc, je vais apprendre des informations à très grande échelle ici, en diminuant la taille de mes images. Et après un certain nombre d'époques, pour entraîner mon GAN à générer des images, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont doubler la taille, dans le fond, de l'image, puis ils vont poursuivre l'entraînement. OK? Et ils vont faire ça jusqu'à temps qu'ils réussissent à générer un GAN qui est capable de générer, dans le fond, l'image de la taille finale qui est de 1024 par 1024. Et ce qui est intéressant, justement, le fait de s'entraîner sur les petites images, autrement que pour la stabilité, c'est que s'entraîner sur des images 4 par 4, c'est beaucoup plus rapide que des images 1024 par 1024. Donc, ce qui se passe, c'est que l'algorithme passe beaucoup de temps à s'entraîner sur des images de petite taille. Donc, on va sauver du temps au niveau de l'entraînement. Mais aussi, on va sauver du temps au niveau de la stabilité. Si vous vous rappelez, j'avais parlé du concept du shaping il y a quelques semaines, qu'on ne donnait pas à des étudiants de première année du primaire le livre, le Handbook of Mathematics, puis on n'y allait pas genre page par page. OK? On commence par des problèmes simples, puis quand les gens maîtrisent des problèmes simples, on commence à des problèmes un peu plus complexes et on augmente le niveau de difficulté. Donc, l'approche de shaping a tendance à stabiliser les approches de learning, puis ça, c'est universel, pas juste avec les GAN. Là. C'est ce qu'on fait ici, on prend un problème qui est plus simple pour entraîner le réseau, puis quand si vous voulez, commence à être bon, on passe à un problème un peu plus difficile. Parce que de passer d'un vecteur latent à 1024 par 1024, on s'entend, la marche est haute. Okay. C'est tellement haute que peut-être justement c'est pratiquement impossible de converger vers cet endroit-là. Dans la fonction, dans les valeurs des poids, là, ici, c'est difficile de converger vers un bon endroit. Oui? Est-ce qu'ils ont
est-ce qu'on joue avec le learning rate pour quand une fois qu'ils ont traîné, mettons, leur 4 par 4, puis après ça, mettons, il y avait C'est ça qu'ils font. Pour ceux qui ont déjà fait la résistance d'un matériau et compagnie, là, les chocs thermiques, là, dans le fond, quand vous avez entraîné une couche de, disons, de 16 par 16, puis là, vous rajoutez une 32 par 32 qui est initialisée au hasard. Si vous la branchez directement ici, les gradients que ça va geler, ça va générer, c'est des grands gradients. Quand vous allez backpropager ça, ce qui va arriver, ça va tout défaire ce que vous avez appris. Okay? Donc, il va y avoir cette procédure-là, c'est un autre des aspects intéressants de l'article, où lorsqu'ils rajoutent une nouvelle couche, ils vont faire comme une espèce de, il faut appeler le highway network, contournement, avec une somme convexe. Okay? Donc, si je commence avec alpha est égal à 0, donc, je continue à passer, dans le fond, dans ma 16 par 16, puis dans le fond, il y en a qui passent dans ma 32 par 32. Puis graduellement, au fil des exemples d'entraînement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont graduellement monter alpha. Okay? De sorte que cette couche-là va contribuer plus, puis le gradient va circuler. Donc, il va y avoir une adaptation très douce. Puis ils vont lentement l'augmenter. Éventuellement, ce qui va arriver, c'est que alpha va monter jusqu'à 1. Puis là, dans le fond, je peux enlever le bypass, puis là, j'ai complètement adapté ou co-adapté mes couches ensemble. Puis après ça, lorsque j'ai fini ça, ben là, vient le temps de rajouter une nouvelle couche, on recommence. Donc, il y a cet aspect-là aussi de dire qu'on accroît, d'avoir cette... Dans le fond, les GAN, souvent, sans être anthropomorphiste, là, cette idée-là, le penser en termes de mécanique, si vous prenez une pièce froide et une pièce chaude, vous la collez ensemble, ça va péter. Donc, c'est un peu ça. L'idée, c'est que vous avez une pièce qui n'est pas entraînée, vous la collez sur une pièce entraînée, et quelque part, il va y avoir un choc si vous n'y allez pas en douceur. Donc, c'est ce que ils ont réussi à développer pour améliorer la stabilité des entraînements. Ça, c'est dit. Pour le mode collapse, dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont calculer des statistiques sur les batchs d'entraînement. Okay? Donc, rappelez-vous, le discriminateur n'a pas de mémoire. Mais si je peux calculer des distributions sur toutes les images d'une batch, puis je dis, dans le fond, je veux avoir une grande variabilité dans la distribution de mes features dans la batch, ça vient imposer d'avoir une variabilité dans la génération des images. Puis c'est vraiment quelque chose de très, très simple. Là. Ils vont prendre, disons, là, des feature maps. Là, j'ai pris l'image finale, là, mais dans le fond, c'est pour toutes les feature maps de toutes les couches. Ils vont venir calculer, dans le fond, l'écart type de variation d'un features, okay, dans un feature map. Okay? Ils font ça pour tous les endroits et pour toutes les couches de features. Okay? Après ça, ils font la moyenne de ça. Ça vous donne un chiffre. Okay? Puis après ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir rajouter une couche de feature dans le discriminateur qui contient, dans le fond, à tous les endroits dans cette couche-là, dans ce feature map-là, c'est une copie de cette valeur globale-là. Okay? Dans le fond, ce que ça dit au discriminateur, c'est en passant, tu as une image, là, mais en plus, là, dans la batch, là, voici c'est quoi la variabilité totale des features. Okay? Puis le réseau va utiliser ça comme étant un cue pour dire est-ce que ça, c'est une bonne génération ou une mauvaise génération d'images. Donc, c'est un heuristique. Si les images sont tous pareilles, qu'est-ce qui se passe? Cette valeur-là va être très faible. Puis dans le fond, le réseau va apprendre que quand j'ai une valeur faible ici, bien, ça veut dire que je n'ai pas de variabilité dans mes données. Donc, c'est relativement simple, mais en même temps, comme il dit, ça ne rajoute aucun paramètre. Vous n'avez pas d'hyperparamètre à dire c'est quoi le poids que vous devez rajouter à la variabilité. D'ailleurs, j'ai pris cette image-là, je trouvais qu'elle ressemblait à, comment il s'appelle, Guillaume Lemierre-Tiver, de se ramasser dans la pile des photos de... Ah oui, aussi, on s'entend quand vous lisez l'article, là, toutes les photos, les yeux sont alignés, OK? Pour réduire la variabilité des images. Donc, vous voyez, c'est pas n'importe quelle image. Ils ont passé beaucoup de temps à aligner les images. Oui? Est-ce qu'il y a des images plus grandes que les 24? J'ai pas lu à ce sujet-là. Probablement qu'ils ont dû s'essayer. Mais le problème, c'est je pense, la base de données d'entraînement. Ils utilisent Celeb A. Je pense à 1024 par 1024, parce qu'il faut que tu croppes exactement autour du visage. Okay. Je pense que monter à plus haute résolution, il n'y a pas assez d'images. Mais demain matin, si tu veux t'amuser à prendre des photos... Ils sont arrêtés à 2004 parce qu'à 2048, ça marche. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas assez de mémoire dans le graphique, mais je pense à la base, le jeu de données qu'ils utilisent. Parce que c'est des photos de célébrités. Il y a beaucoup de photos haute résolution de célébrités. Ouais. Mais ils font un gros pré-traitement, comme je vous dis. Ils trouvent les yeux, ils les alignent. Si vous regardez les vidéos, ils montrent des interpolations de visage, puis c'est freakant un peu parce que les yeux restent tout le temps à la même place, mais le visage change complètement. Là. Mais là, vous voyez vraiment que le GAN... Forcément, le GAN a appris que les gens ont des yeux là, puis ça part de là. Okay.
Donc, il y a quand même vous voyez comment le problème, bien que les images soient spectaculaires, un, vous ne contrôlez pas le sexe ni l'apparence de la personne. Deux, on génère toujours une image avec les yeux exactement au même endroit. Donc, c'est ça, on voit que c'est beau, mais c'est quand même assez limité. Ça termine le contenu du cours. Pour les gens qui font le cours au niveau du bac, l'examen sera un examen de 1h40 le 1er mai dans la salle ici. Ça, seulement, ça va être le contenu du cours de deuxième moitié, donc pas les présentations orales. Aussi, je voulais en profiter pour remercier toute l'équipe. Je devais remercier Mathieu Carpentier et Alexandre Gariepi. Ils ont travaillé. Si vous les croisez, là, je ne vous mens pas, ils ont quand même mis leurs études un petit peu sur la voie de service pendant le cours. Ludovic aussi a travaillé fort. Calcul Québec, un gros merci à Félix-Antoine Fortin. Florent Parent, si vous aimez les laboratoires, on a pu les faire grâce à eux parce que c'est eux qui ont développé l'architecture, l'installation des Python Notebooks. C'était pas disponible avant que le cours commence, essentiellement. Ils l'ont fait en partie pour ça. Donc, on travaillait fort. Merci aussi de votre tolérance, parce que c'était un petit peu court monté à la dernière, tout un petit peu sur le fond de culotte, comme dirait l'autre. Fait que c'est ça. Moi, on se revoit en 2020 parce que moi, l'année prochaine, je ne suis pas ici. Parce que je pars en sabbatique. Fait que moi, c'est là-dessus. Je me termine. Je laisse la place maintenant aux présentateurs. Pour les on fera une petite pause, puis après ça, on fera les présentations.